Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir à la librairie Ombre Blanche et ravi d'accueillir Andrei Kourkov, spécialement pour son dernier livre, Vilnius, Paris, Londres, édité chez Liana Levy. Alors, quelques mots pour présenter M. Kourkov. Il est né dans la région de Leningrad, il a grandi à Kiev, où il habite toujours. Il me disait qu'il allait rejoindre samedi, vous repartez à Kiev après une grande tournée. Il a effectué ses études à l'Institut d'État de pédagogie des langues étrangères et il a fait des études de traduction de japonais, de japonais. C'est vous dire s'il a le goût des langues. Avec une vocation qui est née d'une manière très particulière, il va sans doute nous en parler. C'est son amour des noms latins de sa collection de cactus. Il avait une collection de cactus quand il était enfant, qui était la 7e de Kiev. Et son amour des noms latins de ces plantes a amorcé ce goût pour les langues étrangères. Il en a parlé 11, et comme il est modeste, il n'en parle plus que 6 ou 7, dit-il. Alors, juste une chose, les mots, je comprends le goût des mots, mais le goût des cactus, ça vous est venu comment? Non, bonsoir. Je crois que comme l'enfant, je pensais que personne n'aime pas les cactus et à cause de ça, j'ai décidé de les collectionner, cultiver. J'ai fait beaucoup d'expérimentations avec des cactus. En fait, je fais notre petit appartement, pas du tout illuminé par le soleil, mais les parents étaient d'accord parce que je plaçais les régales sur toutes les fenêtres pour les cactus. Ah, très bien. Et autre vocation, la plus importante en ce qui nous concerne, la vocation pour la littérature. Alors je vais tout vous dire. Nous avons déjà animé une rencontre ensemble et il m'a appris plusieurs choses. Et il y a une anecdote, je voudrais vraiment la partager avec vous, parce que sa vocation d'écrivain, je n'avais jamais rencontré ça jusqu'ici, elle est due à des hamsters. Oui, plutôt de la poésie. Oui, à cause des distance tragique de mes hamsters, parce qu'à l'âge de 6 ans, mon père m'achetait 3 hamsters parce que j'ai resté souvent seul dans l'appartement pour jouer avec des animaux. Et je les laissais courir dans l'appartement quand j'étais seul. Et si quelqu'un rentrait, je devais les chercher et placer pas dans le cage parce qu'il habitait dans un bocal comme les poissons, dans le bocal en glace avec des cotton wool, c'est-à-dire coton. Oui, du coton. Du coton, oui. Ouais. Et un jour, je ne pouvais pas trouver un des hamsters. Il se cachait très bien. Et mon père, par hasard, a tué ce pauvre hamster avec la porte. En ouvrant, il a écrasé hamster. Oui. Et j'étais très triste. J'ai décidé d'être beaucoup plus attentif aux animaux. Et quelques semaines après, j'ai trouvé un chat affamé. Et j'ai décidé de ramener le chat chez moi pour nourrir avec la saucisse. Et j'ai entré l'appartement et le chat tout de suite a trouvé quelque chose de plus savoureux que ceci. Il a mangé le deuxième hamster. Et c'était un grand choc. Et j'ai écrit tout de suite un poème sur la solitude d'un hamster qui a perdu ses amis. Et ma mère adorait ce poème. J'ai déclamé le poème très souvent pour les amis de famille. Et quelques mois après, le dernier hamster a tombé des balcons du 5e étage. Et je suis jusqu'à aujourd'hui pas sûr si c'était un suicide ou un accident. Mais j'écrivais, après la mort du 3e hamster, j'écrivais le poème sur Lénine parce que je savais que Lénine était aussi mort. Ah oui. Et j'ai décidé que les poèmes sont écrits par les gens tristes quand quelque chose de mauvais s'est passé, oui. Et vous n'avez plus goûté à la poésie ensuite? Non, j'écris la poésie jusqu'à l'âge de 24 ans. Ouais. 24 ans. Et j'ai arrêté parce que j'ai décidé que écrire la poésie, ce n'est pas bon pour la santé. Parce que tous mes amis poètes amateurs, ils fêtaient chaque soir, c'est-à-dire ils fêtaient chaque poème écrit. Avec de la bière, du vin, tout ça. Et je pensais, oui, si on fête chaque roman, c'est OK. Parce que ça va prendre plus long, quelques années. Oui. Surtout quand on fait des livres aussi gros. Oui, mais si on fait chaque poème, ça va finir
me finir très vite. Et à l'âge de 24, j'ai arrêté. C'était quel genre de poésie? C'était la poésie. Oui, pour les premières 2 ans, c'était la poésie triste. Ouais. Après, c'était la poésie un peu avec paradoxe, avec beaucoup d'humour noir, de choses drôles, oui. Et Ah oui, il y avait de l'humour, forcément. Oui, Je oui. dis forcément parce qu'on Oui. on le retrouve dans votre œuvre. C'est ça. Et cet humour, c'est quelque chose, c'est familial? Vous êtes tous dans la famille avec cette fibre humoristique, ce regard sur la vie? Non, c'était sur l'influence de mon frère. J'ai frère Micha. Le pingouin Micha, c'est après mon frère. Ouais. Il est 7 ans plus âgé que moi. Il était à l'époque un dissident anti-soviétique. Il avait beaucoup d'amis qui pensaient le même. Il s'est fermé souvent dans la cuisine et échangeait avec des manuscrits, des photocopies, des livres interdits et avec des blagues politiques et pas politiques. Et j'étais souvent présente. J'aimais les blagues. J'ai commencé à inventer mes propres blagues. Et en fait, on a participé 3 fois avec mon frère dans un concours illégal des raconteurs de blagues dans la Crimée. Pourquoi illégal? Parce que, en fait, jusqu'à 1975, c'était possible d'être emprisonné pour blagues politiques. D'accord. Et en fait, il y avait beaucoup de blagues sur ce sujet aussi, parce qu'il y avait beaucoup des informateurs de KGB. Et une blague d'époque était, il y avait 3 amis qui racontaient des blagues politiques et regardaient qui va partir le premier pour informer KGB sur les autres 2. Ah oui, d'accord. Mais on a participé 3 fois. La troisième fois, on a gagné 6 bouteilles de champagne parce que j'ai raconté 3000 blagues. Et moitié de ces blagues étaient inventées par moi ou développées, ou comment dire, je fais une autre variation des blagues existantes, tout ça. Mais vous me parlez de champagne, mais vous parlez aussi de cognac. Vous en parlez dans le livre et aussi vous avez une anecdote concernant le cognac. Alors pas n'importe quel cognac. Oh, c'est une vraie histoire. Ah oui, mais si vous voulez écouter d'abord une vraie blague d'Odessa, parce que je fais le service militaire à Odessa. En tant que gardien de prison, oui. vous l'avez fait. Oui. Il faut avoir de l'humour, je suppose, là, pour tenir le coup. Oui, mais Odessa, c'est la capitale d'humour. C'est une ville incroyable. C'était en fait construit par les Basques espagnols et les Français. Dans le centre, se trouve le monument à Duc de Richelieu, qui était un des gouverneurs d'Odessa dans le XVIIIe siècle. Oui, et c'était bien sûr une ville très cosmopolite, avec beaucoup de Grecs. Après, au XXe siècle, au début du XXe siècle, c'était une ville juive où tous, les Russes, les Ukrainiens, les Juifs, les Moldovans, les Grecs, parlaient russe avec un accent juif. D'accord. Très drôle. Et après la chute de l'Union soviétique, encore avant, dans les années 80, les Juifs commençaient d'émigrer aux États-Unis, en Israël. Et dans les années 90, il n'y avait plus de Juifs dans la ville, mais tous parlaient avec un accent juif. L'accent survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est beau, oui. Mais oui. Mais la blague, c'est très facile, c'est très typique, c'est très simple, c'est pas politique, pas du tout politique. C'est un Géorgien porte un pastèque dans le centre d'Odessa. Il est arrêté par un touriste de Moscou qui demande est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve la rue de Deribas, c'est la rue principale d'Odessa. Et le Géorgien passe le pastèque au touriste et il dit je ne sais pas. et tu m'as demandé sur quelque chose de différent. Et du coup, j'ai oublié ce que je demandais, moi. Vous me faites rigoler. Donc, allez, retournons. On est à Odessa. Vous êtes gardien de prison. Et là vous écrivez pas de la poésie, mais des contes pour enfants. Ah oui. Pour
pour oublier Non, en fait, on peut dire que j'ai choisi moi-même cette prison parce que à cause des diplômes du traducteur des Japonais, j'étais enregistré avec KGB pour faire le service militaire sur les îles Kuril, près du Japon, en écoutant les échanges des radios des officiers japonais. Peut-être que ça pouvait être intéressant, mais j'avais peur qu'après le service comme ça, je ne peux pas sortir du pays parce que j'ai rêvé de voyager à l'étranger. Peut-être que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai commencé à apprendre les langues étrangères. Mais bien sûr, dans le temps soviétique, c'était presque impossible de voyager à l'étranger. Et après le service dans le KGB, avec KGB, c'était impossible de partir du pays pour 25 ans. Et ma mère travaillait comme une médecin, était une bonne médecin, travaillait dans l'hôpital pour la police. Et je lui ai demandé si elle avait dans l'hôpital un général important qui pouvait changer mes papiers dans le commissariat. Elle a trouvé ce général et j'étais comme ça transféré de KGB à police militaire. Et j'avais déjà 24 ans. C'était l'an quand j'ai arrêté d'écrire la poésie. Oui. Et tout de suite prison. Oui. J'étais invité dans le commissariat pour être transporté je ne sais pas où, mais j'étais tout de suite approché par un sous-officier qui m'a demandé, il a dit, on a pour vous le choix des 3 prisons. Pour le service. Prison de Kherson, Nikolaïev et Odessa. C'est le sud d'Ukraine. Et j'ai dit tout de suite, prison près de la mer, c'est mieux. Je vais à Odessa. Et quand je suis arrivé là, les officiers quelques officiers étaient plus jeunes que moi. Il était très, comment dire, il soupçonnait qu'il y a quelque chose de drôle parce que... Suspicieux, oui, parce que normalement, c'était les jeunes gens qui n'étaient pas bien éduqués, qui étaient envoyés pour faire ce service. Parce que là, il faut être physique sans penser. Oui, et vous ne correspondez pas vraiment au profil. Oui. Et je les expliquais, les officiers, que en fait, je n'ai pas rêvé de devenir un gardien de prison. J'espère devenir un écrivain un jour. Et un officier qui était responsable pour l'éducation politique des soldats, il a dit, on a besoin d'un écrivain. Bien sûr, parce que chaque semaine, on a des réunions communistes, du Parti communiste, et quelqu'un doit écrire le compte-rendu. Le discours avec des citations de Brejnev, Lénine, tout ça. Oui, d'accord. Et comme ça, il m'a donné le clé du bureau d'un major, major Vassiliuk. Et chaque nuit, j'avais un bureau pour moi. J'avais une machine à tapis, oui, souvent dit. À écrire, oui. Machine à écrire, oui. Oui, machine à écrire. Le radio, beaucoup de journaux militaires avec des textes sans signification. C'était comment dire, avec des collections des mots drôles politiques. Et mon Kalachnikov, parce qu'officiellement, j'étais dans le réserve pour le cas s'il y a quelque chose. Pas la guerre, mais c'est la fuite des prisonniers. Des prisonniers. Et avec des prisonniers, c'était toujours très facile parce qu'à Odessa, il y a 4 prisons. Et 2 prisons se trouvent entre la cimetière et la mer. Et la rue s'appelle la rue des Mers Noires. Et les gens d'Odessa, ils disent que, comment dire, à droite, c'est l'espace où on est horizontal, et à gauche, où on est assis. Assise? Oui. Parce qu'en russe, c'est plus drôle. Справа лежат, а слева сидят. D'accord. Le cimetière est présent, oui. Et comme ça, je fais un peu de plagiat pour les réunions communistes. J'ai recopié des textes différents, des pages différentes des journaux militaires. J'ai remplacé les noms des soldats ouzbeks, kirghizes, tchétchènes inconnus avec des noms de kirghizes, ouzbeks, tadjiks de notre
détachement. J'ai réécrit tout ça. Le travail était fini dans 2 heures. Et jusqu'à le matin, j'écrivais les contes pour les enfants. Enfin, oui, pour les raisons psychologiques, parce que quand on écrit pour les enfants, on devient un enfant lui-même. C'est-à-dire c'était en fuite aussi psychologique. Oui, tout à fait. Oui, et le matin, bien sûr, j'ai dit, j'ai travaillé toute la nuit pour faire ce texte pour votre réunion communiste. Est-ce que je peux aller dormir? Et si c'était Major Vassiliuk, la réponse traditionnelle était oui, tu as 30 minutes, dorme vite et bien. J'ai retrouvé ce dont on parlait, dont on voulait parler. C'était l'histoire du cognac et de Monsieur Hennessy. Oui, mais c'est une histoire qui a quelque chose à faire avec le roman Le Dernier Amour du Président. C'était mon premier livre à être interdit en Russie. Ouais. Maintenant, tous mes livres sont interdits. mais là, ça vous fait rire. Mais c'est une histoire écrite en 2004 d'un Ukrainien ordinaire qui, par hasard, devient le président d'Ukraine à l'avenir en 2011. Et bien sûr, il y a un personnage dans le roman qui s'appelle Vladimir Poutine. Il est président de la Russie jusqu'en 2017. Et il y a beaucoup de drôles de choses. Par exemple, pendant les réélections des présidentielles en Ukraine, mon personnage est empoisonné par ses amis et rattrape une maladie des peaux. Et M. Poutine fait la promesse aux collègues ukrainiens en disant qu'on va annexer la Crimée et couper le gaz et tout ça. Mais plutôt, c'est l'histoire des vies privées du président ukrainien ou d'un homme qui devient le président. Et c'est une histoire sur le fait que Sergei Pavlovich Bounin, c'est mon personnage, il devient le président parce qu'il n'a pas beaucoup de chance avec des femmes. C'est-à-dire, il pense que si je ne suis pas aimé par les femmes, on peut devenir le président et être aimé par le peuple. D'accord. Mais en Ukraine, les gens sont très conservatifs et ils n'acceptent pas les hommes qui ne sont pas aimés par les femmes. Et le cognac alors? Ah oui, le cognac. On y arrivera. Sergei Bounin, le président, il adore Hennessy. Il boit régulièrement Hennessy, le cognac Hennessy. Et en fait, après l'apparition du roman, j'ai commencé d'avoir des problèmes avec la Russie, mais en janvier 2005, 2 généraux des services secrets ukrainiens m'ont invité pour une rencontre dans un restaurant belgique et ils ont commandé pour moi tout de suite 100 grammes de Hennessy. Oui. Et j'ai compris, ils ont lu le livre. Oui, oui. Et ils voulaient savoir si mon livre pouvait être utilisé comme le scénario d'empoisonnement de Yushchenko, du candidat présidentiel Yushchenko. Ouais. Je les expliquais que ce n'était pas possible parce que les gens qui empoisonnent les autres professionnellement, ils ne lisent pas les romans, ils lisent la littérature professionnelle. Ouais. Plutôt, mais c'était une conversation sympa. Mais en 2005 aussi, j'étais invité pour la présentation de l'édition francophone française à Salon du Livre et j'ai reçu un message de la part de M. Hennessy et il a compris que je fais beaucoup de publicité gratuite dans le roman et je suis allé à Cognac et j'ai bouvé Hennessy avec Hennessy et on reste les amis. On a rencontré il y a 13 jours. Ah oui? Oui, oui, comme ça, il continue de lire mes livres, je continue de lire ce qu'il fait. Il y a une phrase qui a attiré mon attention. Tout à l'heure, vous disiez que, alors que vous étiez gardien de prison, vous aviez déjà l'idée de devenir écrivain. Oui, non, en fait, j'ai décidé de devenir écrivain si ça sera oui, ce sera possible à l'âge de 13 ans. Parce qu'à 13 ans, quelqu'un m'a dit que les écrivains soviétiques restent à la maison et ne partent pas pour le travail. Ah, oui. Et j'aimais ça.
Je pensais que je veux être écrivain. Je veux rester chez moi. Et ça a Mais je n'ai pas fonctionné. réussi à devenir un écrivain soviétique. Non, mais non, mais vous restez chez vous à écrire vos livres et puis bon, on va en parler. Donc, vous avez malgré tout exercé d'autres métiers. Vous avez été rédacteur, vous avez été assistant de caméraman. Oui. Et puis votre premier roman, Le Pingouin, va être le succès que vous connaissez tous, puisque le monde entier, ça a été traduit dans un nombre 37 langues. 37 langues, suivront une trentaine de romans écrits en russe. Quelques mots. En fait, j'ai publié 23 romans en russe et en ukrainien. Il n'y a pas beaucoup traduit en français, pas encore. Ah, de plus attendez, Oui. Non, il y a encore 10 romans pas traduits. Et puis, vous m'aviez dit aussi que, parce que je vous parlais de l'épaisseur de ce livre, que vous en aviez fait un autre encore plus gros qui n'avait pas été édité. Oui, il y a un roman publié en 3 volumes. Ah, mais il a été édité quand même. Il était en russe, oui. Ah, oui. Et il y a aussi une traduction allemande. Il y aura l'année prochaine le 3e volume en italien. Il y aura complète 3 volumes en italien. D'accord. Et comme si vous aviez peur de vous ennuyer, vous avez écrit aussi des scénarios de films, des documentaires, etc. C'est du stakhanovisme. Vous travaillez énormément. Je ne pense pas. Non, vous pensez mais pas en fait, j'aime écrire. Et pour moi, le processus est plus important que le résultat. Mais il faut que je suis moi-même surpris par les histoires que j'écris. D'accord. Si je ne suis pas surpris, c'est-à-dire que j'écris quelque chose et après je veux savoir qu'est-ce qu'il passe après. Et j'écris plus. D'accord. Et ça marche comme ça. Et pour moi, le moment le plus difficile, c'est finir le roman. Finir le roman, c'est-à-dire c'est rester seul sans le monde que j'ai créé est populé avec mes personnages. Oui. Parce qu'il est plus fréquentable que notre monde à nous. Oui. Et à propos de notre monde à nous, est-ce que, bon, je vais le dire d'une façon un peu légère, mais bien évidemment, il y a beaucoup de gravité derrière. Est-ce que vous arrivez à garder votre sens de l'humour quand vous entendez Poutine qui vient récemment de parler de l'Ukraine, quand vous voyez... Oui, c'est difficile. En fait, pendant Euromaidan, j'ai perdu mon sens d'humour pour presque pour 2 ans. Oui. Oui, j'en récupère un peu maintenant. Mais avec Poutine, oui, c'est dur. C'est dur, c'est un des gens sans humour. Oui, c'est vrai que ce n'est pas ce qui le caractérise, oui. Oui. Ah, l'humour. Oui. Mais il y a une bonne blague sur Poutine. Allez. Si vous voulez. C'est pas seulement sur Poutine, je crois que c'est Poutine, Chirac et Reagan sont invités en enfer. Oui, en enfer. En enfer. En enfer, oui. Pour le tour guidé avant d'y aller. Oui. La visite du pavillon témoin. Et le diable les montre le bâtiment administratif. Il passe un couloir et là, à droite, à gauche, il y a un bureau avec une porte ouverte et il y a un téléphone sur la table. Et Chirac demande, est-ce que c'est possible d'appeler d'ici par les Champs-Élysées? Et le diable dit, oui, bien sûr, 5 millions d'euros, et vous pouvez parler sans limite. Et il part, et il parle quelques minutes avec quelqu'un. Là, Reagan est très content, et Reagan demande, est-ce que je peux aussi appeler White House? Et le diable dit, oui, bien sûr. 5 millions de dollars, vous pouvez appeler. Reagan parle 20 minutes et après, M. Poutine demandait, moi je peux aussi appeler Kremlin parce que je dois passer quelques messages. Oh, oui, bien sûr, 2-0. Et bien sûr, Chirac et Reagan sont très fâchés. Pourquoi si c'est 2-0 mais pas 5 millions? Et le diable a répondu, oui, bien sûr, vous avez téléphoné, vous avez utilisé les lignes internationales et il va faire un coup de téléphone local. Local ou local? L'enfer, oui. Oui.
Heureusement qu'il y a l'humour. Tout à l'heure, alors une anecdote tout à fait personnelle, j'ai parlé de vous à des étudiants. Je leur ai montré. Vous savez, la première question, ça a été « Pouf, combien de temps il a mis pour écrire ça ?» Ça a été la première. Alors, je veux leur répondre. Vous avez mis beaucoup de temps à écrire Oui, on peut dire. Je travaillais 4 ans. 4 ans, Approximativement 4 ans sur le roman, avec une pause dedans, pendant laquelle j'écris le journal de Maïdan. Mais en fait, c'est la version courte du roman, parce que j'ai fini avec 1000 pages. Et sur l'ordinateur, pas des pages de livres. Et qu'est-ce qu'il y avait en plus? J'ai coupé 150 pages, simplement en faisant les dialogues et les monologues un peu plus courts, pour être plus gentil au lecteur. Ah non, parce que le lecteur, franchement, c'est tout à fait sincère, on s'ennuie pas une seconde. En fait, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, le pitch, j'allais dire, le propos, on se trouve le 21 décembre 2007, et puis la Lituanie, il est minuit, et la Lituanie intègre l'espace Schengen. Et il y a donc 3 couples qui décident de changer de vie. Ingrida et Claudius qui décident de tenter leur chance à Londres, même s'il y a aussi une part de hasard. Enfin, je vous laisse découvrir ça. Barbara et Andrius qui veulent aller à Paris. Et un autre couple, Renata et Vitas, qui, eux, finalement, à cause du grand-père, restent alors dans un petit village que je vous laisse le soin de prononcer. Pianagalis, voilà. Près de la ville qui s'appelle Anikshai. Voilà, donc... C'est très facile. Ouais, c'est pas pour moi. Et donc, décide de rester en Lituanie. Et il y a également un personnage très, très, très attachant, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, qui s'appelle Koukoutis, qui est une espèce de vieux sage, de juif errant, qui a une jambe de bois et qui parcourt l'Europe. Il parcourt l'Europe, on peut déjà en parler, parce que son cœur lui dicte... Oui, il a un cœur très spécial avec une fonction de GPS du malheur. Il sent le malheur des autres Lituaniens à l'étranger, c'est-à-dire il sent géographiquement où les gens se trouvent dans les situations difficiles, c'est-à-dire s'il fait mal à droite, c'est Angleterre, à gauche, c'est France, Belgique, et il suivit les gens qui sont partis de Lituanie en essayant de les aider, mais il sait qu'il sera toujours venir en retard. Oui, c'est ça la fatalité, oui. Et donc, on suit le parcours de tous ces personnages et ça donne un livre de l'humour, vous l'avez entendu, de la gravité aussi. C'est réellement, si je peux me permettre de donner un jugement, un très beau roman. Je peux lire un petit extrait sur Koukoutis pour avec grand expliquer plaisir. Mieux sa fonction dans le roman, mais en fait, il est un Européen idéal parce qu'il parle toutes les langues. Il porte dans sa jambe en bois 6 passeports. Tous 6 passeports, c'est ses passeports. Oui. Mais sa jambe, c'est un coffre, une malle. Il a beaucoup de tiroirs, il y a une bouteille d'alcool, il a beaucoup de monnaies d'or pour payer dans les bars. C'est un coffre au trésor, oui. Oui. Et alors, ce qui est très beau aussi, pendant que vous cherchez la page, j'explique, c'est que ça ne veut pas rien dire, loin de là. Le défaut de cette personne, le handicap est un atout. Il est sauvé à un moment donné par sa jambe en bois. C'est toujours pareil, à la fois fantaisiste et plein de sens, plein de signification. Ah oui, c'est un petit extrait du début. Soudain, Koukoutis entendit un cheval s'ébrouer derrière lui. Distrait de ses méditations, il s'écarta d'un pas pour lui céder le passage. « Oh !» cria le paysan à cheval en tirant les rênes à lui. « Shadai !» dit l'homme en invitant de la main Koukoutis à monter dans le chariot. Koukoutis se pencha en avant pour regarder les roues et faillit tomber dans une fondrière. Il eut le temps cependant de noter que le chariot était équipé de roues
d'automobile. Où vas-tu demanda le cocher. Tout droit, répondit Coukoutis, à Paris. L'autre tourna la tête, un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres. C'est loin, bien plus loin que Varsovie. Que vas-tu faire là-bas? Je vais à un enterrement. Tu arriveras trop tard. Non, il n'est pas encore mort. Qui ça? Le défunt. Le défunt est encore en vie. Mais ça aussi, cette inventivité, cette imagination, il y a aussi, un passage, il y a le grand-père, il prend ses binocles pour aller dormir parce qu'il ne veut pas rêver flou, par exemple. Et d'où ça vous vient, ça, cette inventivité? Mais comment vous avez l'idée, alors? Oh, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je voyage beaucoup, je note beaucoup des choses, j'écoute. Parce que vous avez le chic pour voir la fantaisie. Parce que pour ce roman, je suis allé 12 ans en Lituanie. Et j'ai trouvé si beaucoup de matériel très intéressant, très drôle. Je pouvais écrire encore 3 romans comme ça. Mais il faut dire quelques mots sur Lituanie parce que c'est... Ah, bien sûr, oui. Lituanie, c'était le plus grand État d'Europe au XIVe, XVe siècle, le grand-duché de Lituanie. L'Europe a oublié. Complètement, oui. On a été... Mais aujourd'hui, c'est un petit pays avec des gens avec une mentalité complètement différente des Slaves et aussi des gens occidentaux. Et ils sont bien sûr un peu tristes parce que le monde a oublié l'histoire glorieuse de Lituanie, mais ils sont toujours, comment on dit, très intelligents et très drôles. Et par exemple, il était aussi le dernier Européen à devenir les chrétiens, parce que jusqu'au XIVe, XVe siècle, la majorité des Lituaniens étaient encore païens. Et quand ils sont devenus les chrétiens, ils ont décidé qu'en Jésus, ce n'est pas suffisant. Et ils ont créé le second Jésus avec le nom Rūpinto Elis. Et c'est le même Jésus, mais ils pensent que des Lituaniens et ses problèmes. Et il est toujours assis comme ça. Il y a des figurines presque dans chaque famille traditionnelle. Et les figurines mises sur la table pour le Noël. Ils ont leur Jésus à eux. Oui. Ils ont leur Jésus. Et bien sûr, ils acceptent aussi le Jésus universel qui travaille aussi pour les Français, pour les Allemands. Mais ils vous ressemblent aussi, les Lituaniens. Ils sont pleins de fantaisie aussi. Oui. C'est pour ça que vous êtes senti bien chez eux. Peut-être oui, mais ils ont un sens d'humour très, très spécial, très mélancolique dans le même moment, oui. Et je crois c'est parfois très difficile de comprendre qu'est-ce qu'on peut attendre des Lituaniens. C'est pas pour moi, je pense de l'histoire soviétique, période soviétique de l'histoire lituanienne, parce que en Lituanie, dans le temps soviétique, il y avait seul musée du diable. Ah oui, consacré à Kaunas, oui. Et après l'indépendance, nouvelle indépendance de Lituanie, ils ont créé un musée des anges. Ah oui, donc... Oui. Et en fait, le musée des diables fonctionne toujours à Kaunas, dans la capitale culturelle, et le musée des anges est ouvert à Anykščiai. C'est à cause de ça que j'ai choisi ces 2 endroits. Et la fille, Renata, vient d'Anykščiai et son copain, Vitas, de Kaunas. Ouais. Une autre chose sur Kaunas, c'est aussi c'est l'histoire aussi soviétique. Dans le temps soviétique, tous les républiques soviétiques étaient économiquement intégrées très drôlement. C'est-à-dire que pour faire un avion, les moteurs étaient construits en Ukraine, les choses électriques à Kazakhstan, et pour engager toutes les républiques, pour que chacun pense qu'il ajoute quelque chose. Oui. Et les Lituaniens étaient donnés, en fait, comment on dit, la commande de produire les boîtes noires pour tous les avions
soviétique. Et on en parle effectivement. Oui. Vitas, oui. Et les boîtes noires étaient produites à Kaunas. Et il y a eu une fabrique très fameuse, connue, célèbre chez Lallis, qui produit des radios, des télés et des boîtes noires. Et dans le territoire de cette fabrique, il y avait une grande église, pas finie avant la guerre deuxième mondiale. Là, je crois, on a produit des boîtes noires. Et les gens de Kaunas, jusqu'à aujourd'hui, appellent cette fabrique la sacre fabrique. La fabrique sacrée. Oui, la sacre radio fabrique. D'accord. Mais il faut vraiment que la Lituanie vous ait séduit parce que jusqu'ici, tous vos livres se passaient plutôt à Kiev, c'est ça? Oui, en Ukraine, mais avec un peu d'espace, peu de Russie, Tchétchénie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, vraiment... Lituanie, c'est la première fois. Et puis c'est la première fois qu'un livre se passe entièrement en dehors de l'Ukraine. On a situé le décor, mais qu'est-ce que vous vouliez nous dire, ou vous dire à vous-même, lorsque vous êtes... Voilà, j'ai rappelé le propos, on est à Schengen, c'est un livre qui expose votre vision de l'Europe, c'est ça que vous avez voulu dire? Ou est-ce que vous avez voulu dire en suivant le parcours de ces gens-là que l'intégration est particulièrement difficile ou qu'il faut rester chez soi? Non, c'est un roman sur la migration à l'intérieur de l'Europe des Européens. C'est-à-dire parce que, par exemple, les Lituaniens sont souvent traités en Angleterre, plutôt, comme les représentants de l'Europe de l'Est, comme les Russes, les Bélarusses. Mais en fait, c'est les Européens qui sont revenus. C'est le retour des Européens. Ah oui. On peut dire la même chose sur les citoyens des pays d'anciennes royaumes autriches, hongrois et tout ça. Mais le message peut-être plus important, c'est qu'il faut toujours être bien prêt pour le voyage. Aujourd'hui, beaucoup de jeunesse, aussi lituanienne, ukrainienne, pensent que c'est très facile de s'intégrer à l'étranger. Il y a une forte immigration. En Lituanie. Lituanie a perdu 30% de population. C'est pays avec population moins que dans la ville où j'habite, moins qu'à Kiev. En 1991, Lituanie avait 3 500 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 2 700 000 habitants. Ah oui, effectivement. Oui. Et beaucoup de ces gens qui partent, c'était les jeunes, sans qualification, sans vraiment... ils jouaient, on peut dire, c'était comme une blague, un voyage, un déménagement en Angleterre, en Norvège. En fait, il n'y a pas beaucoup de Lituaniens en France, mais plutôt c'est les pays anglophones et nordiques. Mm-hmm. Et vos personnages, vous les avez imaginés comment? Parce qu'ils ont tous un caractère vraiment très, très marqué, que ce soit Ingrida qui est très déterminée, Claudius qui est beaucoup plus flottant comme personnage, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Barbora. C'est des gens qui, la question est un peu banale, mais quand même c'est toujours intriguant et on aime bien savoir. Est-ce que c'est des gens que vous avez déjà croisés Oui, il y a des gens pareils que j'ai croisés, mais en fait j'ai marqué qu'en Lituanie et aussi en Ukraine, les femmes sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus fortes que les hommes. C'est pas général, ça? On peut dire, mais parmi mes amis, c'est le cas. Ah ouais. Presque tous les hommes sont un peu romantiques et pas sérieux sur les choses de la vie. Et les femmes connaissent toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour. Elles sont gagner. Plus pragmatiques, pragmatiques, oui. Eh ben, c'est effectivement le cas d'Ingrida. Elle va à un moment donné, c'est quelque chose de tout à fait notable. Pour un désir d'intégration, elle va jusqu'à s'appeler autrement. Ne m'appelle plus Ingrida, appelle-moi Béatrice. Béatrice, oui. Et pourquoi? C'est vraiment. Oui, parce qu'il y a une, on peut dire, tradition négative mondiale, mais européenne plutôt. De se cacher sur un homme nouveau pour
pour se rester dans la sécurité. Dans l'histoire soviétique, c'était plutôt les Juifs qui changeaient les noms des familles et en fait changeaient dans les passeports pour être pensés comme des Russes, des Ukrainiens. Il y avait des Ukrainiens, parce qu'avec des Ukrainiens, c'est très intéressant, parce que très souvent, le nom de famille traditionnel ukrainien finit avec Ko, Shevchenko, peut-être vous connaissez Shevchenko, Petrenko. Et si on ajoute V, Shevchenkov, ça devient le nom de famille traditionnel russe. Et bien sûr, il y avait une immense russification en Ukraine. Et beaucoup des Ukrainiens pensaient que si on pense que je suis russe, je peux faire une carrière plus facilement. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup des Ukrainiens avec des noms de famille russes, mais c'est jamais clair s'ils sont russes ou ukrainiens. Ouais. Parce que mon nom de famille Kourkov, ouais. Je suis un russe ethnique, mais beaucoup de mes amis, et pas seulement mon ami, disaient que tu es un Ukrainien qui était russifié. Quelqu'un a ajouté V à ton nom de famille ukrainien. Ce qui n'est pas vrai. Mais ça signifie quoi, Kourkov? Kourok, c'est triga en anglais, c'est dans le, comment on dit, la gâchette. Oui, la gâchette. La détente d'une. Oui, c'est le nom de famille des Kazakhs de Don. D'accord. Parce que mon grand-père et arrière-grand-père étaient les Cosaques de Don. Mais les Cosaques de Don étaient toujours liés aux Kazakhs ukrainiens de Zaporizhzhia. C'est-à-dire peut-être il y a des relations aussi ukrainiennes. Alors il y a des tas d'histoires, je ne vais pas les déflorer parce qu'effectivement, vous avez compris, il y a 6 ou 7 personnages, il leur arrive des tas d'aventures. Mais malgré tout, j'ai envie de savoir certaines choses. Par exemple, Andrius à Paris, parlons de Paris, devient clown pour les hôpitaux. Ça correspond là encore à quelque chose que vous avez pu observer. Qu'est-ce que vous avez voulu Non, enfin, il cherche le travail, c'est une fiction bien sûr, mais j'ai inventé un marché des clowns à Paris qui se trouve dans un café en face de l'entrée de l'hôpital Necker, rue des Sèvres. Et les parents des enfants malades, on peut dire, achètent les clowns par heure pour amuser les enfants malades. Et ils gagnent de l'argent comme ça. Après, ils doivent partir pour Lille et ils cherchent le même marché de clowns, mais il n'y en a pas. Là, il y a des volontaires, des bénévoles qui font les clowns gratuits. Et c'est vrai. Il y a une organisation bénévole des clowns qui, on peut dire, visite les enfants malades régulièrement pour les amuser. Mais comment ça s'est construit? Alors, on a Londres, on a Paris. Vous êtes allé à Nord-Pas-de-Calais. Je suis allé 9 fois à Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de Nord-Pas-de-Calais, près de Vimy, à Arras. Il y a une librairie, vous parlez d'une librairie. Ah, c'est à Paris. Ah, ça c'est à Paris, pardon. Librairie du Globe, il y a quelques de mes amis dans le roman avec ses propres noms. Ah, d'accord. C'est François Devers de Librairie du Globe, c'est Michel Sigala qui a un bateau près de Bastille. Ah oui. Et c'est juste après qu'il va ensuite partir pour Nord-Pas-de-Calais, oui, c'est après. Oui, pardonnez-moi. Oui. Et donc, vous disiez que vous étiez allé Pas-de-Calais, mais on a l'impression que vous êtes londonien quand vous parlez de Londres, que vous êtes parisien quand vous parlez de Paris. Il y a une connaissance des... Je connais très bien. Je connais Londres depuis 88. J'étais marié à Londres. Marié? Oui, à Brix. Ma femme est anglaise, d'origine d'Écosse et d'Irlande, mais on habite à Kiev toujours. Mais bien sûr, j'ai travaillé à Cambridge beaucoup des années. Je suis souvent à Londres, je connais Londres et Paris très bien. Et est-ce que vous croyez, puisqu'il est question d'Europe, est-ce que vous croyez que la fibre européenne existe, l'identité européenne plus exactement? Est-ce que vous croyez justement que de Londres à Paris, en passant par Vilnius justement, nous avons quelque chose qui nous permet de nous lier, de nous rassembler, ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel Non, c'est pas artificiel. Et comme ça, pour moi, Kukuti, c'est un Européen idéal. C'est-à-dire que les vrais Européens sont ouverts aussi, ouverts aux étrangers, aux migrants. Et pour être un vrai Européen, il faut savoir l'histoire d'Europe.
plutôt, parce que j'ai détesté dans l'école géométrie, mais après, j'aime les métaphores géométriques. Et pour moi, les grands pays, en fait, oublient son histoire beaucoup plus facilement que le petit pays. Parce que pour le petit pays, comme Lituanie, l'histoire est beaucoup plus importante que pour la France. Bien sûr. Et comme ça, on peut dire que Lituanie, c'est un pays vertical, avec connaissance très profonde de l'histoire. Et France, Allemagne sont devenus les pays horizontaux. Parce que beaucoup de gens ne pensent pas de l'histoire de France, d'Allemagne. Ils acceptent la réalité. La réalité est plus importante que l'histoire. Et l'avenir, c'est quelque chose qui doit être décidé par les politiciens qui sont élus par ces gens qui sont pas souvent bien éduqués. Comme ça, ils votent pour les gens aussi pas très éduqués. Oui, on a remarqué. Et c'est comme ça on a arrivé au moment, on peut dire, du populisme, nationalisme, et des niveaux intellectuels comme de monsieur Trump. Oui, Trump, par exemple, oui. Mais je suis en train de réfléchir. Vous êtes quand même assez particulier comme personnage. Si je vous comprends bien, vous croyez à l'Europe. Oui. Et vous nous sortez un livre de 600 pages où les gens n'arrivent pas à s'intégrer ailleurs que dans leur pays. C'est pervers, ça. Non, pas pourquoi. Lituanie, c'est Europe. Oui, en fait, on peut aller en Europe, on peut attendre, on peut rester dans son pays européen. Mais si on part pour l'autre pays, il faut savoir l'histoire. Il faut comprendre les gens qui habitent là aussi, que ces gens ne comprennent pas son histoire propre. D'accord. Alors, il y a quelque chose de très touchant dans le livre, c'est que vous aimez tous les personnages. Il y a quasiment que des personnages positifs, même s'ils ont un sale caractère, mais on sent que vous les regardez avec bienveillance. Et il y a un anglais, un méchant anglais dans le fond du livre. Oui. Mais en dehors de ça, c'est vrai que de façon générale, vous les regardez. C'est par peur de... Vous ne pourriez pas écrire trop longtemps sur un personnage que vous n'aimez pas Non. C'est mon principe aimer tous mes personnages. Parce que si je ne l'aime pas, je passe cette attitude au lecteur. Et le lecteur commence... détester des personnages. Et c'est comme ça, il y a une énergie négative créée entre moi et le lecteur grâce à personnage négatif. C'est mieux de traiter les personnages avec plus de gentillesse. Oui, et c'est vrai que quand on sort de vos livres, on a le sourire aux lèvres. Il y a un moment, un chapitre... pardonnez-moi, qui parle de truffes. Oui. Je peux même élargir la scène. Chaque fois qu'il est question de nature, des produits de la nature elle-même, que ce soit en Lituanie ou que ce soit en France, en Bourgogne, que ça se passe la recherche des truffes. Entre du jaune et brune. Alors vous y êtes allé, là, vous allez chercher des truffes là-bas. J'ai pas trouvé. C'est pas là qu'il faut les chercher, monsieur. Il faut les chercher dans le Périgord. Mais je suis allé partout. Mais c'est un éloge encore une fois de la nature qui est infiniment plus dans vos livres, beaucoup plus attirante que la dureté de Paris ou de Londres. Oui. Mais c'est aussi, on peut dire, c'est un combat doux contre les clichés, parce que pour beaucoup des gens de l'Europe de l'Est, Europe, c'est Berlin, Londres et Paris. Et si c'est Dijon, c'est déjà pas Europe. C'est pas important. Pour beaucoup de gens, c'est drôle, mais Paris est plus important que toute la France et tout ça. Et c'est drôle et c'est pas juste, je crois. Oui, c'est vrai que vous nous donnez envie d'aller habiter là-bas presque. Pour rester en Europe, l'Ukraine par rapport à l'Europe, comment vous voyez ça? C'est un territoire européen à partir du XIIe siècle. C'est
un État très différent des autres parce que au 15e, 16e siècle, c'était un territoire des Cosaques, on dit, mais c'était un territoire indépendant, sans frontières fixées, avec des élections des hetmans, de chefs de l'armée. C'était un territoire un peu anarchique, mais démocratique dans le même moment. Avec des cours, des palais de justice militaires, mais pas civils, et beaucoup des autres choses. C'était aussi un territoire, un État qui ne produit pas ses propres argent. C'était très drôle parce que après la chute de l'Union soviétique, bien sûr, les roubles étaient oubliés et les gens payaient avec dollars plutôt et Deutschmark. Et c'était la même situation au 15e, 16e siècle. Les gens utilisaient les monnaies turques, polonais, russes, allemands pour payer pour les choses. Alors, on n'a pas abordé le thème de la langue. Votre livre, il a été écrit en russe. Oui. Pour autant, vous avez écrit aussi des livres, des contes ou des articles. Des contes et en non-fiction. Un livre non-fiction, j'ai publié cette année que j'écris en ukrainien. Mais ma langue maternelle, c'est russe. Et je pense que je ne peux pas écrire la même qualité, roman de même qualité en ukrainien. En ukrainien. Je parle sans accent. J'ai appris l'ukrainien à l'âge de 15 ans, mais ça reste, comme on peut dire, la langue que j'ai appris, pas la langue avec laquelle j'étais né. Je suis né. Les gens qui parlent beaucoup de langues comme vous, il y a toujours un côté fascinant parce qu'on dit, c'est quelque chose hélas que je ne peux pas vérifier parce que je suis très mauvais en langue, que la langue elle-même transporte un monde différent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En fait, quand j'écrivais les poèmes aussi en anglais et un peu en italien. Et en anglais, c'était toujours les poèmes très tristes et dépressifs. Et en italien, c'était très léger. Parce que ça correspond au tempérament, vous croyez, oui. C'est l'âme du pays. Je crois, oui. J'essaie de comprendre pourquoi mes poèmes en anglais étaient les plus tristes. Encore plus tristes que les poèmes sur la mort des hamsters. Et le russe, alors, c'est une langue pleine de fantaisie? Non, elle vous appartient, cette fantaisie. Ça dépend des écrivains préférés. Mes écrivains préférés qui écrivaient en russe, c'était les représentants des expérimentateurs linguistiques dans le même moment pas bien éduqués des années 1920-30, ouais. Après la révolution de 2017, quand on a changé beaucoup de choses, on a essayé de réformer les langues, aussi la langue russe. Et par exemple, j'adore Andrei Platonov, il est traduit oui, tout à fait, en français. C'était un personnage incroyable parce que il, comme beaucoup de ses amis, pensait qu'il faut réformer la langue. Il faut faire la russe plus prolétariat. Il faut, comment on dit, enlever tous les mots, toutes les constructions bourgeoises. Oui. Et faire simplifier la langue, oui, et essayer d'utiliser la langue à nouveau. Et j'adorais ces romans parce que vraiment, on n'attend pas qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue. Et j'ai fait beaucoup d'expérimentations moi-même dans les premiers romans. J'ai changé les constructions grammatiques, j'ai inventé des mots nouveaux, j'ai inventé des formes nouvelles des mots existants et tout ça. Et ce travail sur la langue, vous le faites oui. Naturellement, là? Oui, oui. Ouais, encore. Oui. Vous venez faire un parallèle entre l'anglais et l'italien. Si on devait faire le même entre l'ukrainien et le russe, ça donnerait quoi? Le russe est, on peut dire, plus agressif, plus fort. Il y a plus des... comment on dit des... comment on dit? Expansion? Oui, expansion. L'expansion, ça veut dire qu'on se livre davantage, on donne davantage. Non, la Russe s'impose
sur l'atmosphère, sur l'air. Oui, oui. Et une autre chose, en ukrainien était 40 fois interdit par les tsars russes dans le 19e siècle. Comme ça, ce n'était pas la langue développée par les intellectuels. Il y avait toujours des intellectuels qui travaillaient pour l'avenir, pas pour. Il n'y avait pas le public pour lire livres en ukrainien, sauf le même groupe des intellectuels. Comme ça. Aujourd'hui, les philologues ukrainiens doivent rattraper beaucoup de choses. Au début des années 90, après l'indépendance, par exemple, quand on a accepté la langue ukrainienne comme la seule langue officielle d'État, on a compris qu'il n'y a pas beaucoup de mots ukrainiens pour les maladies. D'accord. Il n'y avait pas beaucoup de mots pour les chimies, tout ça, parce que partout, on a utilisé que les termes russes. Mm-hmm. Oui. Et une autre chose, la langue ukrainienne est très bien pour la littérature, mais les meilleurs livres sont écrits dans les dialectes, pas dans la langue des standards, c'est quelque chose un peu sec. Et on peut entendre ça sur radio, mais les meilleurs livres sont écrits dans une autre langue, beaucoup plus riche, parfois mélangés avec des autres. Par exemple, une des meilleures écrivains d'Ukraine, Maria Mathios, elle a publié un roman chez Gallimard, Daru Saladus. Elle écrit en dialecte de Bukovina, des Bukoviniens. C'est un petit mélange de la ukrainienne de Gutsul, des Carpates, sous influence des langues romaniennes. Et c'est très joli. C'est très musical, mais c'est très difficile à traduire, bien sûr. Une autre chose, il y a beaucoup de mots diminutifs. Diminutifs. En ukrainien, il y a plus de mots comme ça qu'en russe. Et aussi, il y a des mots diminutifs pour les choses, par exemple, pour le mot ennemi. Oui. En russe, c'est impossible de dire mon petit ennemi. Ah bah oui, parce que c'est un côté affectueux. Oui, mais en ukrainien, c'est possible. Ah oui, d'accord. Et précisons sur ce thème-là qu'il y a des Ukrainiens nationalistes qui vous reprochent d'écrire en russe. Ah oui, c'est normal. C'est normal, mais tant pis pour eux. Hein? C'est normal, mais tant pis pour eux. Vous n'avez pas l'intention. Je suis habitué, je participe dans les débats sur la langue depuis l'indépendance d'Ukraine. Et alors, quels sont vos arguments? L'argument que tous les livres écrits par les citoyens ukrainiens sur l'Ukraine, sur le territoire ukrainien, c'est la littérature ukrainienne. Parce que chez nous, il y a 80 écrivains qui écrivent dans la langue tatare de Crime. Mm-hmm. C'est la littérature ukrainienne ou pas? Bien sûr, c'est la littérature ukrainienne. Il y a 40-50 des écrivains qui écrivent en hongrois, qui habitent en Ukraine, dans la région de Transcarpathie. Il y a des jeunes écrivains très intéressants. Ils ne sont pas traduits ni en russe ni en ukrainien. Ils ne sont pas très intéressants pour les Hongrois en Hongrie parce qu'ils n'écrivent pas sur l'Hongrie, ils écrivent sur l'Ukraine. D'accord. Comme ça, il appartient à la littérature ukrainienne, mais bien sûr pas ukrainophone, mais la littérature d'État ukrainien. Oui. Je me tourne vers vous. Il y a un micro qui peut se promener. Si vous avez des questions à poser. J'ai volontairement pas défloré les histoires, bien évidemment, parce que ce serait dommage que vous repartiez en connaissant Voilà, justement, ce que vous allez pouvoir découvrir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, si je peux me permettre de vous poser la question, puisqu'on sort un petit peu peut-être du domaine de la littérature, par rapport justement à la situation qui existe et dont on voit encore certains développements dans les derniers jours ou les dernières heures, entre la Russie et l'Ukraine, et de l'autre côté, l'Ukraine et l'Europe, et donc la Russie et l'Europe. À plus long terme, au-delà justement des événements d'aujourd'hui, quel est votre sentiment sur cette question très importante, certainement pour nous tous? Oui, je ne pense pas que c'est possible de donner une réponse profonde, mais je vais commencer avec
explication de différence entre la mentalité russe et ukrainienne. C'est deux peuples différents, avec deux mentalités différentes et deux matrices historiques différentes. J'ai évoqué déjà que la matrice politique d'Ukraine, c'est anarchie démocratique, à partir d'État des Cosaques. La matrice russe et soviétique politique, c'est la matrice monarchique. C'est-à-dire, les Russes sont collectifs, ils sont toujours, comment on dit, ils aiment son tsar. S'ils ne sont pas contents, ils tuent le tsar et adorent le prochain. Mais ils restent toujours loyaux, on peut dire. Et une autre chose, comme c'est une mentalité collective, tous les Russes ont dans sa tête, dans son imagination, la même image de Grande Russie. C'est très important pour les Russes. En Ukraine, il y a approximativement 40 millions des habitants aujourd'hui, et ces 40 millions des images différentes d'Ukraine où chacun veut vivre. C'est-à-dire que c'est un pays des individualistes. Mais la frontière entre ces deux mentalités, au moment d'indépendance, en 1991, en fait partageait l'Ukraine dans deux parties. Mais avec chaque année, la frontière s'est bougée vers l'Est. Et si on n'avait pas la guerre d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être cette frontière pouvait achever la frontière entre la Russie et l'Ukraine, et peut-être ça pouvait être le meilleur résultat. Mais la Russie avait peur de perdre l'Ukraine, parce que l'Ukraine reste très importante pour la Russie, parce que c'était le premier État, la Russe de Kiev. Et dans les manuels d'histoire en Russie, on commence toujours dans les écoles que la Russie est née à Kiev. C'est vrai, Moscou est beaucoup plus jeune comme la ville que Kiev, mais on peut débattre beaucoup sur le sujet. Et en fait, je pense que Euromaidan et tous les autres événements après montraient peut-être au monde que l'Ukraine veut rester avec l'Europe, mais pas être une partie d'empire collectif soviétique, ou plutôt russe, des années de début du XXe siècle, avec Finlande, avec Pologne, tout ça. Et je pense que quand la guerre a commencé, M. Poutine avait des plans de couper l'Ukraine de la mer Noire, du mer Noire. En fait, on a organisé la résistance contre Kiev dans toutes les régions jusqu'à Odessa. Et je pense qu'il avait un plan de soutenir le mouvement avec aussi la force militaire contre Kiev pour forcer Kiev de rester avec Moscou. Ça ne marchait pas pour quelques raisons, aussi pour la raison historique, parce que c'est déjà un peu compliqué, il y avait toujours un conflit dans le temps soviétique entre les communistes de Donbass et les communistes des régions de Dnipropetrovsk. Et les communistes de Dnipropetrovsk ont toujours gagné et faisaient la carrière à Moscou, et les communistes de Donbass jamais réussi. Mais ces deux mentalités, ces deux régions voisines, très différentes, parce qu'à Donbass, il y avait toujours le culte de force physique, c'est-à-dire hiérarchie presque comme dans la prison ou dans l'armée. Et c'était aussi la région, ça reste la région avec une population très mélangée, avec beaucoup de gens qui étaient déplacés de la Russie centrale pendant le temps d'industrialisation, parce que dans les années 30, Donbass était une des plus industrialisées régions de l'Union soviétique. Et Dnipropetrovsk, la région de Dnipropetrovsk, c'était toujours la région intellectuelle avec beaucoup de fabriques, des usines militaires, beaucoup des instituts pour les recherches, tout ça.
Et on dit aussi que c'était plus juif que les autres régions parce que beaucoup de scientifiques, beaucoup de spécialistes, des ingénieurs étaient les juifs. Mais je dois dire qu'en fait, parmi les chefs des partis communistes de Dnipropetrovsk, il n'y avait pas de juifs. C'était toujours les Russes et les Ukrainiens. Et une autre chose qui fait la Russie fâchée, dans le temps soviétique, parmi 6 secrétaires généraux des partis communistes, 3 étaient d'Ukraine. Brezhnev, Khrushchev et Tchernenko. Un Georgien, Staline, et 2 Russes, Andropov et Gorbatchev. C'est-à-dire qu'on peut penser que c'était les Ukrainiens qui géraient l'Union soviétique. Oui. Bon, c'est juste un prétexte pour continuer, André. Donc, tu as dit que ça a pris un peu 10-15 ans pour que cette mentalité avance jusqu'à la frontière. Mais c'est bien possible que cette mentalité pourrait continuer jusqu'à Moscou, etc. C'est très dangereux pour la Russie. Oh, mais si ça passe doucement, ça peut. Mais combien de temps, à ton avis, ça pourrait prendre pour avancer jusqu'à Moscou, la mentalité ukrainienne? Ça dépend de la longévité de vie de M. Poutine. Pas seulement, il y a beaucoup d'autres raisons, mais je pense aussi une des raisons des conflits, c'est le peur que cette mentalité ukrainienne peut venir en Russie. Et il faut dire qu'il y a des millions d'Ukrainiens qui habitent en Russie aujourd'hui. Ils sont patriotes russes, ils sont contre Maïdan, mais la vie change très vite. On peut dire parfois les gens changent les idées parce que si on n'est pas content avec la réalité, on cherche pour qu'il faut changer les pensées anciennes. André, Oui. nous avons une petite Ukrainienne qui veut vous poser une question. Une petite question. Est-ce que vous écrivez des livres en ukrainien pour les enfants? Oui, je les écris. Ils sont édités en Ukraine. J'ai essayé de les ramener ici, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai commandé quelques livres en ukrainien, mais mon éditeur mais pas envoyé, comme ça. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer en PDF et on peut imprimer chez vous. Est-ce que vous écrivez des livres en français pour les enfants? En français, je n'écris pas. Non, est-ce qu'ils sont traduits en français? Ah, pas encore, mais il y a une maison d'édition qui est intéressée de faire un livre pour les plus petits. Et j'espère que je vais décider, peut-être qu'il y a une autre maison qui est plus grande que ça, mais si je ne trouve pas une plus grande maison, je donnerai ce livre à petite maison. Et Olesya, puisqu'elle s'appelle Olesya, pourra les traduire aussi, parce qu'elle parle l'ukrainien, elle parle le français. Magnifique. Voilà. On va échanger avec des emails. J'aimerais savoir si, au point de vue culturel, par exemple sur le théâtre, à Toulouse, on a vu ces magnifiques comédiens et ces troupes russes, et des Luthianiens également. Magnifique. Et dans le lyrique, il y a Elina Karanka, je crois, nous on la voit sur grand écran. Voilà. Et alors, là, on a vu Levdodine, Fokine, les Fomenko, incroyable. Alors, je sais qu'il y a un problème avec, je me demande s'il n'avait pas été justement metteur en scène de théâtre. C'est Brinko, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai pas. Mais c'est dans les troupes de théâtre, je dis au point de vue culturel. Vous demandez sur le théâtre russe? Oui, je ne sais pas rien sur le théâtre russe. Le théâtre, par exemple, est-ce que c'est un, comment dire, un théâtre d'État, quoi, admettons? Parce que j'ai lu un article, justement, il y a en ce moment, il y a une troupe russe. Et il y a eu un problème avec Poutine. Je peux dire rien sur le sujet du théâtre russe parce que, en fait, mes livres sont interdits en Russie et je ne vais pas là, mais il y a beaucoup de théâtres indépendants ukrainiens très intéressants. Et récemment, il y avait
autour d'un groupe théâtral de cabaret d'Art Daughters. Pour 20 jours, il s'est voyagé en France. Ah, mais voilà, c'est cela. Et il y a deux metteurs en scène très connus ukrainiens qui travaillent plutôt en Europe. C'est Vlad Troïtsky, qui a fait beaucoup de spectacles aussi à Paris et à Avignon. Et Andrei Joldak, qui travaille plutôt en Suisse et en Allemagne. Oui, parce que c'est Lev Dodin, il avait toujours c'était extraordinaire, ces troupes-là, moi. Et justement, j'avais demandé, moi, ici, on m'a dit que c'était très compliqué de faire venir, et puis il faut avouer, c'est comment il s'appelle, pas Olivier Pi, qui m'avait dit que c'était très, Laurent Pelli, il m'a dit que c'était très cher. Alors, ils allaient à Paris, mais enfin, très, très belles troupes. Oui, là, alors, c'est clair. Pour un théâtre à voyager, ça coûte beaucoup d'argent. Une dernière question, s'il vous plaît. Oui. Il y a encore une dame là. Deux dernières questions. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir comment quelqu'un qui parlait autant de langues, qui parlait le français aussi bien, quel rapport vous aviez avec vos traducteurs? Parce que c'est toujours fascinant de voir comment on passe d'une langue à une autre. Ça marche très bien avec Paul Lequesne. On a fait déjà 5 romans, 5 livres, 4 romans et Journal de Maïdan. Et c'est toujours très facile parce qu'on est en contact par email régulièrement. S'il a des questions ou a besoin de précisions, j'écris toujours les réponses très, très vite. Mais je ne connais pas tous mes traducteurs, mais avec Paul Lequesne, nous sommes les amis. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vos personnages j'ai toujours l'impression dans vos romans que vos personnages sont portés. Ils sont portés dans des voyages ou alors ils doivent rester sur place. Alors, le pingouin, il est embarqué dans un voyage. Le concert posthume de Jimi Hendrix, les personnages restent un peu là où ils étaient avant. Il y a toujours ces personnages qui sont emportés. Et moi, je voulais savoir si vous, parfois, vous vous sentez un petit peu porté, parfois contre votre gré, ou bloqué parfois, un peu comme vos personnages. Non, normalement, je décide moi-même où je veux aller. Et la littérature vous emporte. Oui, c'est vrai. Je rêvais des voyages. J'ai choisi maintenant les invitations. Je voyage 6 mois par an. Oui, c'est très intéressant. Je travaille pendant les voyages. J'écris plus que chez moi à la maison parce que je peux me concentrer facilement dans le train, dans les avions, dans les hôtels. Et à propos blocage, non, j'étais bloqué par la neige pour quelques jours dans ma maison dans la campagne ukrainienne. C'était très intéressant, c'était quelque chose inattendu. Et j'ai aussi utilisé ce moment pour écriture, mais aussi pour comment dire, une autre concentration, c'est-à-dire pour une fantaisie. C'est comme dans les romans d'Agatha Christie sur Hercule Poirot. J'étais bloqué, mais il n'y avait pas de crime. Dieu merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Andrei Kourkov.